J'ai dû coder un outil d'intelligence artificielle pour mon école alors que je n'avais aucune idée de comment faire. Ça fait un moment maintenant que mon ami et moi, on essaie de trouver un produit ou un service qui pourrait intéresser quelqu'un. Et il y a quelques temps, il a eu une idée. On allait développer un logiciel qui permettrait de rechercher une photo parmi sa base de données locale à partir d'une simple description textuelle de la photo. On a de suite pensé que ça pourrait potentiellement intéresser le pôle communication de notre école pour les aider dans leur recherche de médias pour leur communication. On a alors rapidement commencé à démarcher quelques écoles pour confronter notre idée au marché et on a finalement obtenu un rendez-vous assez rapidement avec une école de design. En gros, la rencontre s'est super bien passée, l'école serait intéressée par notre produit mais avec une fonctionnalité supplémentaire. En plus de pouvoir rechercher parmi leurs médias avec une description textuelle, ils aimeraient pouvoir rechercher toutes les images dans lesquelles une certaine personne, un élève, serait présent. Finalement, on se retrouve à devoir développer un logiciel avec pour fonctionnalité principale de la reconnaissance d'images et de la reconnaissance faciale. La partie amusante étant la suivante, on n'a jamais fait ça et on ne sait pas comment faire. Parfait. On a alors commencé à se pencher sur le projet, à réfléchir à la manière dont on allait s'y prendre et comment on allait organiser tout ça. D'abord, on a décidé qu'on allait construire un logiciel et non pas une interface web pour plusieurs raisons. Une application Windows, ça va permettre d'avoir un accès aux fichiers locaux plus facile et plus rapide. En plus, une application, c'est plus sécurisé qu'une interface web car ça va être moins sensible aux fuites de données. Et enfin, on s'est dit que si notre programme n'était pas trop gourmand en ressources, ça permettrait d'avoir un usage complètement hors ligne. Et donc on va utiliser un modèle de reconnaissance d'image qui existe déjà, qui a déjà été pré-entraîné. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Nous arrivons donc à la question de l'architecture technique, et là, à ce moment-là, on avait beaucoup plus de questions que de réponses. En fait, on avait deux options pour faire tourner notre back-end, soit le faire tourner directement en local, ou l'héberger sur des serveurs. Et là, chacun a ses avantages. Un back-end en local, ça va nous permettre d'avoir une vitesse de transfert de fichiers beaucoup plus rapide, parce qu'on va devoir traiter de nombreux fichiers, de nombreuses images et des vidéos. Tandis que faire tourner notre back-end directement sur un cloud, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de puissance de calcul, ce qui pourrait ne pas être une mauvaise idée quand on voit les ordinateurs qu'ont nos écoles. Et ici, pour se décider, pas le choix, on va faire des tests, on va mesurer les temps de calcul sur nos ordinateurs pour voir si on a vraiment besoin d'avoir plus de puissance de calcul et donc d'un cloud. Arrive ensuite la question du stockage et de l'accès aux fichiers. Parce que je le rappelle encore une fois, mais on n'a jamais fait ça. Que ce soit le développement de l'application ou bien l'hébergement de notre back-end sur le cloud, on ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas comment on va faire. Et enfin, dernière question et la plus importante, comment ça marche de faire analyser une image par une intelligence artificielle ? Voilà qui nous amène tout droit à notre deuxième partie, les modèles de reconnaissance d'image et de texte. La reconnaissance d'image, c'est un travail qui est réalisé par intelligence artificielle, dont le but va être de comprendre l'image et de savoir en extraire les informations pertinentes. Cette technologie, elle s'appuie sur des réseaux de neurones convolutionnels, ce qu'on appelle aussi CNN. C'est ce qui va permettre à notre logiciel de comprendre ce qu'il y a sur une image. Mais une IA, ça ne peut pas interpréter des images comme nous on le fait, c'est pour ça qu'on va devoir soumettre notre image à plusieurs pré-traitements pour que l'intelligence artificielle puisse la lire. La première étape, ça va être de redimensionner l'image à une taille standard pour une intelligence artificielle. Dans notre cas, ça va être du 224 par 224. Ensuite, on va convertir notre image en tenseur. C'est un nom qui peut faire peur, mais ça n'a rien de très compliqué. En fait, on va transformer l'image en une matrice de valeurs qui correspondent aux pixels qui composent l'image. Ensuite, il va nous falloir normaliser cette matrice, c'est-à-dire ramener la valeur des pixels entre 0 et 1. Ça va notamment nous permettre d'uniformiser la luminosité de nos images et l'échelle des couleurs pour améliorer la précision de nos calculs. Une fois le pré-traitement réalisé, on va enfin pouvoir donner notre image à un CNN pré-entraîné. Après avoir fait ces calculs, notre réseau de neurones il va nous renvoyer en sortie ce qu'on appelle un embedding. En fait, c'est un vecteur qui va représenter l'image. Ce vecteur de généralement 512 dimensions, oui, 512 dimensions, pourquoi pas. Il est bien sûr pour nous totalement incompréhensible, mais c'est ce qui va permettre à notre intelligence artificielle de comprendre et d'analyser nos images. Une fois que toutes nos images ont été vectorisées, on se retrouve avec un espace multidimensionnel qui va contenir les vecteurs de toutes nos images. On va enfin pouvoir commencer à manipuler nos images. Par exemple, on va pouvoir comparer deux images entre elles, c'est-à-dire mesurer leur ressemblance. Pour ça, on va calculer la distance dans notre espace entre ces deux images. Et donc bien sûr, plus la distance entre les images dans notre espace va être faible, plus les images vont se ressembler. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on recherche à faire.
On souhaite écrire du texte et voir quelle image ressemble le plus à la description. Mais pour ça, il nous reste encore une petite étape à faire, parce que pour l'instant, on peut comparer deux images entre elles, mais pas comparer des images avec du texte. Et c'est là que rentre en scène le modèle d'intelligence artificielle qu'on va utiliser dans notre application, Clip, pour Contrastive Language Image Pre-Training. Excusez mon anglais. Oui, vraiment, excusez-le. Clip, c'est un modèle qui a été entraîné par OpenAI sur une immense base de données qui associe des images avec leur description textuelle. Ces modèles, ils nous permettent de faire exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire associer une image avec sa description textuelle. De notre côté, on va pas utiliser Clip, mais OpenClip. En gros, c'est la même chose que Clip, sauf que c'est open source. Alors on implémente ça, et ça y est, on a terminé. Alors voyons ce que ça donne. L'utilisateur va d'abord entrer une description. Par exemple, étudiant diplômé souriant. OpenClip va ensuite encoder cette phrase sous forme d'un vecteur. Les embeddings, donc les vecteurs de toutes nos images, vont être récupérés depuis notre espace. Ensuite, chaque vecteur de chacune de nos images va être comparé au vecteur qui représente notre texte. Et les images les plus proches du texte, eh bien, vont être renvoyées comme résultat. Tu vois, c'était pas si compliqué. Pour visualiser un peu mieux tout ça, j'ai construit une interface web très simple avec Django qui permet de créer une interface web en Python. Comme ça me permet de tout faire dans le même projet. L'interface web est bien sûr provisoire et franchement mais voilà, ça donne ça. J'ai donc ici toutes les images qui ont été trouvées par l'algorithme. Le contour rouge, ça indique qu'elle n'a pas été trouvée par l'algorithme, donc ça veut dire qu'on ne l'a pas encore vectorisée. Et un contour bleu, ça veut dire qu'elle est bien vectorisée, donc présente dans notre base de données. En appuyant sur ce bouton, ça me permet de vectoriser les images manquantes. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, je peux rechercher des images qui correspondent à ma description. Bien sûr, chaque modèle de reconnaissance d'image a ses propres caractéristiques, un taux de fiabilité qui est plus ou moins élevé et un temps de calcul qui peut grandement varier. On a dû nous-mêmes tester plusieurs modèles pour arriver au modèle qu'on utilise actuellement. Et on peut voir qu'il a vectorisé les 5000 images que je lui ai données en moins de 18 minutes. Et effectuer une recherche, ça prend pas plus de 3 secondes. Donc les résultats, ils sont pour nous plutôt très satisfaisants, surtout que le modèle qu'on utilise nous permet de faire des recherches en français, ce qui n'est absolument pas le cas pour la grande majorité des autres modèles, où on a dû traduire nos requêtes en anglais pour donner un bon résultat. Il y a un petit détail dont je vous ai pas encore parlé, c'est pas très important dans notre projet, mais j'avais quand même envie d'en parler brièvement. Notre problème, c'était comment savoir si une image est bien inscrite dans notre base de données. En fait, comment savoir que telle ou telle image a bien été vectorisée. Naturellement, on a d'abord pensé à identifier nos images par leur nom. Mais ça va poser un problème, parce que si on modifie le nom de toutes nos images, il faut tout revectoriser, ce qui est plutôt embêtant. Même combat avec l'identification d'une image par son chemin dans l'explorateur de fichiers. Si on change de place les images, il faut tout revectoriser. Alors en fait, comment identifier une image autrement ? On a fini par trouver la solution, on va passer par un hachage de l'image. Et le hachage, c'est quoi ? Le hachage, ça permet de transformer une donnée en une chaîne de caractères. Et si la chaîne de caractères est assez longue, alors chaque donnée, donc dans notre cas chaque image, aura sa propre empreinte. Ce qui signifie qu'on va associer à chacune de nos images sa valeur de hachage qui lui sera propre. Des algorithmes de hachage, il y en a des centaines, on en a testé plusieurs, sachant que le facteur qui nous intéressait particulièrement, c'était la vitesse de calcul. Généralement, le hachage, c'est fait pour sécuriser des informations. C'est notamment ce qui est utilisé dans la cryptographie, le fameux hachage SHA-256, qui est réputé inviolable. Mais ici, dans notre cas, l'aspect sécurité, on s'en fout. Alors on a testé plusieurs algorithmes de hachage et on est arrivé à ce tableau. Il y a deux choses qui nous intéressent, la résistance au changement et la vitesse d'exécution. Une note élevée de résistance au changement, ça signifie que l'image elle peut être légèrement modifiée ou recadrée par exemple. Ça veut dire que sur une image lambda, on pourrait effectuer des retouches, la recadrer, modifier la luminosité, sans pour autant devoir la revectoriser à nouveau. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que ça allait nécessiter pas mal de calculs. Et là on peut voir qu'en fonction des algorithmes, ça a pris entre 14 et 58 secondes pour vectoriser les 5000 images d'une qualité qui est plutôt basse. Alors on a fini par se tourner vers l'algorithme le plus rapide, FarmH, qui a des performances très élevées. Sur ma machine, il lui aura fallu moins de 4 secondes pour vectoriser les 5000 images. C'est très important pour nous que cette étape soit la plus rapide possible, puisqu'elle va être exécutée très souvent, et ça va être en local sur les ordinateurs de nos clients. En gros, voilà où on en est. On a un algo de reconnaissance d'image qui est fonctionnel. Il doit encore être bien optimisé, mais il est fonctionnel. Maintenant, notre projet il va se diviser en 5 étapes. Premièrement, la conception et le maquettage. Petit 2, développement des fonctionnalités. Troisièmement, déploiement et hébergement de notre service sur le cloud. Ensuite, on va devoir faire pas mal de tests et des intégrations. Et enfin, il va nous rester la documentation à faire et potentiellement quelques tutos pour que tout le monde puisse bien utiliser notre outil. Évidemment, puisqu'on est des débutants complets, on a fait les choses complètement à l'envers.
On s'est lancé dans le développement en premier, alors qu'on aurait dû d'abord faire du maquettage et faire un cahier des charges. Ouais, je confirme, grosse erreur qu'on va payer cher. Heureusement, on s'en est quand même rendu compte, donc on a mis en pause le développement de notre projet pour se concentrer sur la première étape, à savoir faire un cahier des charges et faire un devis à nos clients. On a bien évidemment eu pas mal de soucis d'optimisation, de cache, de chargement, mais c'est des soucis mineurs et je pense pas que ce soit la peine que je vous en parle. Après plusieurs semaines de développement, on a maintenant un outil qui est capable de faire de la reconnaissance d'images sur une base de données assez conséquente, plusieurs milliers d'images sans problème, du moment qu'on a une machine assez puissante. Personnellement, j'ai fait tous mes tests sur mon PC portable qui a une RTX 3060, donc forcément les performances elles sont assez satisfaisantes, mais ce sera sans doute pas la même chose sur les ordinateurs de nos clients. Les prochaines étapes, ça serait d'intégrer de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vidéo, de tout mettre sur le cloud avec des GPU beaucoup plus puissants, de mieux sécuriser notre application par exemple. En bref, on a encore pas mal de taf. Mais pour le moment, on a mis en pause le développement de notre projet pour se concentrer sur le cahier des charges et le devis. Et en attendant, on espère que tout va bien se passer de ce côté-là avec notre client. Je pense que j'aurai encore beaucoup de choses à dire dans les prochaines semaines sur le développement de notre outil. On n'a fait qu'une étape sur les 5 et encore, elle n'est pas complètement finie. Donc je pense qu'on est à peu près 10% d'une version entre guillemets commercialisable de notre outil. Donc voilà, encore pas mal de choses à dire. Voilà, on a encore pas mal de travail. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao! Ça, c'est moi qui explique le fonctionnement de l'application sans avoir allumé le micro. Exaspérant ce garçon.